Bonsoir et bienvenue dans Ma télé à moi. Ce soir, notre invité est un artiste connu et reconnu malgré son jeune âge. Il a fait de l'humour son arme fatale. Il a choisi de communiquer, de faire passer ses messages à travers le rire. Un exercice pas du tout facile, surtout à un moment où on a de plus en plus de mal à arracher aux gens, même un sourire. Il est donc comédien et humoriste, mais pas que, puisqu'il enseigne aussi à l'université. Et c'est de tout cela qu'il est venu nous parler ce soir à travers une qa'da que j'ose espérer sympathique et instructive. علاش شاك فوا نسمع أندلس نحب ناكل البقلاوه ما على باليش علاش ثاني بيان سور كاين شعبي جادور لو شعبي مانيفيك دي فوا ما تفهمش كلش قانون حماني ملاح مالدين مي سي بيان سي دو لا بون ميوزيك فيف الشعبي وفيف الاندلس واش كانوا يجوزونا لا تيلي تاع الجزائر كانوا يجوزونا الشريط زود شويه وانت تشوف حوت داخل الماء يعيش محموح البحار في قاع المحيطات وهو حيوان يتغذى على الحشرات والدوليبرانا على بالش. Kamel Abdet, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Halim, c'est un plaisir de te retrouver pour la première fois, de passer dans ta belle émission et d'être aussi sur Canal Algérie, une chaîne que j'aime beaucoup, entouré de ces légendes, de ces stars, de ces étoiles. Beaucoup nous ont quittés, mais de ces belles images d'artistes et d'hommes de lettres algériens. Qui c'est Kamel, hein? Peut-être qu'un jour, quelqu'un viendrait proposer une émission qui ressemblerait un peu à Ma télé à moi et on aura Kamel Abdet avec sa photo derrière. Ouais, peut-être dans Blanche-Neige et les 7 nains. je serai un des 7 nains, on l'affiche. Peut-être. J'ai pas cette prétention-là. Non, mais une carrière, ça se construit et je crois que tu commences vraiment, du moins, à avoir de bonnes fondations pour une bonne carrière, Inch'Allah. Je l'espère. Inch'Allah. Alors, Kamel, l'humour, si tu devais nous convaincre de rire un peu, parce qu'on rit de moins en moins. Alors, l'humour, c'est quelque chose de très essentiel dans la vie. C'est très thérapeutique. Il y a la rirologie. Et ça détend, ça donne une longue vie. Même les médecins l'ont prouvé. Donc, j'appelle les gens à rire. Et puis, le rire, c'est quelque chose qui a tendance à effacer la douleur, qui a tendance à faire du bien, à créer du partage. L'humour, c'est quelque chose, c'est une langue universelle, c'est un langage universel, c'est extraordinaire l'humour. Donc, rions plus que pleurons. Voilà, donc évitons de pleurer et rions ensemble. Kamel, à un certain moment, l'Algérien était connu justement pour rire et rire de tout. Hein. On riait même de nos malheurs. Je me souviens, pendant la période très difficile qu'a connue l'Algérie durant la décennie noire, on riait beaucoup. Hein. On faisait même des blagues sur nos malheurs et tout. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'on rit de moins en moins? C'est une impression ou c'est réel? Toi, je pense que tu as à peu près le pouls de la société puisque tu es comédien. C'est réel, comme le dit mon pote Alada Siddiqui. Il te dit que les Brésiliens ont le foot, les Algériens ont l'humour. Nous sommes les champions de l'humour. Il faut le dire que l'Algérien a beaucoup d'ironie, que ce soit dans la rue, dans les commentaires, dans le contact quotidien. Donc tu peux trouver un boucher ou un kawaji qui a beaucoup d'humour. Aujourd'hui, le problème, c'est un peu les tensions sociales, l'enfermement sur soi. On ne va pas dire que c'est l'Algérie, le cas de l'Algérie. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne ou du Japon, etc. La vie est devenue stressante? Stressante, et puis les gens ont tendance à avoir peur et à s'enfermer sur eux-mêmes, à s'enfermer dans une identité, dans un carcan, et ils n'acceptent plus qu'on les critique. Donc c'est un peu compliqué de faire rire et de ne pas toucher. Aujourd'hui, quand je fais un sketch, je stresse. Pas est-ce que le sketch va faire rire, mais est-ce que le sketch ne va pas toucher une catégorie sociale? Est-ce que le sketch ne va pas toucher une région, une partie qui va me dire non, mais pourquoi tu parles de nous, etc. Donc c'est de plus en plus difficile de rire et de faire rire aussi. Tout à fait, et je te dis vraiment bon courage, parce que c'est pas du tout facile. Alors on va commencer avec le programme de Kamel Abdet, qui a choisi de débuter son programme avec une très très belle chanson de Las Takfarinas,
qui nous chante Waitla. On regarde. Alors, je vais avoir du mal à rester sérieux et à trouver les bonnes questions. Alors, c'est une chanson qui te rappelle un peu l'époque, hein, même si tu étais très jeune à la sortie de cet album. Hein. Oui, j'étais jeune, on va pas dire que toi t'étais pas. Mais c'est une chanson qui a duré dans le temps. Moi, j'étais pas. Donc moi, j'étais un bébé à l'époque. Merci de me le rappeler. rappeler. Pour rappel, mais cette chanson, je l'ai connue en 89, donc après Bled Music, et c'était extraordinaire de voir ça à la télé, de voir de la danse. Donc ça me rappelait Michael Jackson. Il était très fan de Michael Jackson, Hakim Saleh avec le ballet. Donc c'était incroyable. Autre anecdote que je n'ai jamais racontée, c'est que ma petite sœur à l'époque, mon frère est né en 87, et elle a appelé mon petit frère Tak Farines. Donc mon petit frère s'appelle Tak Farines grâce à cette chanson et ce clip qu'elle a demandé à ma mère. Elle a insisté, elle lui a dit le nouveau-né, le bébé, mon frère, il va s'appeler Tak Farines. Il s'appelle Tak Farines. Il galère toujours avec le double S ou un seul S, avec les papiers livrets de famille et actes de naissance. Mais mon petit frère s'appelle, grâce à cette chanson, Tak Farines. Très bien. Voilà. Alors on t'a vu danser un peu. Oui. Mais est-ce que tu chantes? Puisque souvent, dans le théâtre, c'est un exercice pratiquement obligatoire pour les comédiens. C'est obligatoire pour échauffer la voix déjà, et puis pour avoir une voix qui porte. Donc il faut être ventriloque, il faut que le son de la voix soit là pour pouvoir interpréter son micro. Donc au théâtre, on interprète son micro. Donc je fais du chant polyphonique, chorale polyphonique de la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Donc j'ai fait beaucoup de chant, un peu de bendir. Les instruments, j'ai pas eu le temps.
mais j'ai fait beaucoup de chants et même au théâtre, j'aimais bien chanter. Voilà. Kamel Abdet est nostalgique, hein, je l'espère, puisqu'on aura à replonger un peu dans même ton enfance. La nostalgie pour Kamel Abdet, c'est quoi? C'est une source d'inspiration? Oui, je pense que tous mes premiers sketchs parlent de mon enfance, de ma naissance, de mon père, de ma mère, même si j'en rajoute un peu, bien sûr, Ouais, je bien caricature. Bien sûr. Mais je suis très nostalgique. Il y a tout un spectacle sur la télévision algérienne, sur ce qu'on regardait à la télé, sur les dessins animés, sur les émissions télé, etc. Donc je suis très nostalgique, c'est tout à fait normal. Je pense que chaque être humain est nostalgique parce que les temps changent vite. On est en mutation, on est dans un monde qui va très vite. Très vite, ouais. Et nous, les vieux, toi et moi, on n'arrive pas trop à s'adapter à ce nouveau monde des réseaux sociaux, etc. Donc je suis très nostalgique de mon enfance, de la simplicité de la vie de l'époque. C'est vrai. Et puis l'insouciance, on était insouciants, on s'en foutait un peu. Donc, eh ben, je vais te rappeler un peu cette insouciance de cette enfance. Un peu grâce à ton deuxième choix, puisque tu as choisi un dessin animé, tu parlais tout à l'heure de dessin animé, et c'est un dessin animé qui a marqué pas une génération, pas deux, en tout cas il s'agit de Grendizer. On regarde. Voilà, alors on a eu droit au générique début et fin du fameux dessin animé Grendizer. Alors, Grendizer pour Kamel Abdet marqué. Enfin, j'ai un copain il a marqué beaucoup plus puisqu'il voulait faire comme le monsieur là. Donc, il a essayé de voler, il s'est cassé la gueule. Jusqu'à aujourd'hui, moi, il a le nez un peu de travers comme ça. À cause ça va lui rappeler de mauvais souvenirs. De Grendizer. Moi, j'adorais. Mon rêve, c'était d'être comme le gars là qui rentre dans Grendizer. Et Djongar aussi, il y avait un petit garçon qui rentrait dans le cœur de... Djongar, c'est un peu ta génération. Voilà. Donc, il était fort. Il cassait la gueule à tous les méchants, bien sûr. Donc on rêvait tous, en étant gamin, d'être soit Bruce Lee, soit de... Tu fais bien de dire, il cassait la gueule aux méchants, parce que les dessins animés d'avant, c'était quand même des dessins animés qui étaient porteurs de messages. Hein. La bonté, la générosité, la solidarité, prendre soin de la planète Terre et tout. Alors que les dessins animés de nos jours, hein, c'est un peu la violence, c'est un peu... c'est vrai que même nos dessins animés étaient un peu violents, on va pas dire qu'ils étaient mais c'était pour protéger la Terre des méchants, pas pour donc faire il y avait du mal. une certaine morale, et surtout que le bien l'emporte toujours à la fin, et que il est bien de faire du bien que de faire du mal. Donc ça nous a éduqués quelque part, donc tant mieux. Et quand je revois Grendizer, Sinen, etc., il y a beaucoup de naïveté qui se dégage de ces dessins animés, et ça me touche toujours de voir ces images. Très bien. Alors, donc on va parler de l'enfance de Kamel Abdet. Tu es né en 1983, c'est bien ça. À Farhounen? Je suis né à Farhounen, dans la petite maternité de Farhounen. Et j'ai pratiquement vécu jusqu'à l'âge de 16 ans chez mes grands-parents à Farhounen, justement. Voilà. Quel souvenir gardes-tu de ton enfance? Je ne sais pas si j'ai tendance à idéaliser ou c'est la réalité, mais c'est vraiment se lever le matin, de partir à l'école, de trouver les commerçants un par un qui sont d'abord les vieilles femmes du village, dont beaucoup sont mortes aujourd'hui et sont décédées, et puis les commerçants du village, d'Ahsen, d'Aomar, etc., de les voir un par un comme ça, de passer, de les voir, de les saluer, et puis de partir à l'école, de revenir en courant à midi, etc. Donc il y avait une très très bonne ambiance, et puis il y avait beaucoup de respect, beaucoup de respect, et j'en garde un très bon souvenir, et heureusement que j'ai eu cette enfance-là, j'ai eu, je pense, la bonne éducation grâce à ce contexte de respect qu'il y avait dans le village. Très bien. Voilà. Alors, tu avais dit que tu as vécu chez tes grands-parents pratiquement à l'âge de 2 ans jusqu'à ton départ à la fac à peu près, non? Est-ce que tu as été chouchouté, hein, parce que les grands-parents sont connus un peu
pour ça? En kabyle, on dit Izimert Marf, pour dire le mouton de la vieille femme, pour parler du petit-fils. Ouais. Chouchouté par sa grand-mère. C'est vrai que ma grand-mère m'a chouchouté bien plus tard, aujourd'hui encore. Je la salue, mais c'est-à-dire, elle est coincée en France, je la salue justement. Ouais. Pas vraiment chouchoutée. Ma grand-mère a toujours été très gentille, mais mon grand-père, j'avais un grand-père très sévère, donc de l'ancienne génération qui nous a élevés vraiment comme ça. C'était un peu une question d'équilibre alors. Oui, petite anecdote, mon grand-père me disait ne jamais dire où. Ces onomatopées qu'on utilise en parlant. Il me disait, quand tu parles à un adulte, tu ne parles pas comme ça. Et une fois, je me suis oublié, je dis, et j'ai reçu une gifle. Une gifle qui est partie à 500 km à l'heure, qui est arrivée, que j'oublierai jamais. Depuis ce jour, je dis jamais. Voilà, donc j'ai été élevé dans ce milieu-là. Voilà. Alors, quand on vit comme ça dans un village, on a forcément des frustrations, et il y a beaucoup de manque, on manque de beaucoup de choses. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de salle de sport. On le vit comment? Le manque, en fait, chez mes grands-parents et Farhounen, on avait l'électricité, on avait la télé, donc j'étais un peu bourgeois, j'étais gâté. Mais dans le village de mon père, vous me savez, il n'y avait même pas d'électricité, donc on a eu l'électricité en 90. Donc la frustration, elle est encore plus grande. Quand j'arrivais chez mon petit frère et ma petite soeur, je leur disais, vous savez, il y a à la télé, il y a Garanda qui passe. C'est quoi 40 ans? Donc, c'est tout. Aujourd'hui, quand on s'en rappelle, c'est un truc de malade. C'est vrai qu'il y avait problème d'eau, on n'avait pas d'eau, et puis le froid, c'est très très froid en hiver. Le collège, c'est à 3 km à pied vers la montagne en marchant, donc c'était très difficile, mais j'en garde beaucoup de bons souvenirs. Tu imagines, il y a la neige, donc on savait qu'on n'allait pas avoir cours, mais on partait quand même. Avec un chien, on avait un chien qui s'appelait Michel, donc on partait à l'école, faisait le chemin et on revenait, donc c'était très agréable de vivre ça. Est-ce que ces manques et ces frustrations ne vous poussaient pas peut-être à redoubler d'ingéniosité, d'imagination pour dépasser justement ce... Oui, j'en suis conscient, c'est très important. Je pense plus on souffre dans sa vie, plus on redouble d'efforts. Et puis l'artistique vient de là. Oui, ça forge. Et puis les artistes, très rarement on a vu des artistes qui ont tout eu dans leur vie et qui sont devenus des artistes. Voilà, donc c'est ces frustrations, ces manques, la pauvreté, le désarroi de beaucoup d'artistes qui les poussent à créer, à avoir de l'humour. Après... moi j'ai pris ça avec humour aujourd'hui quand quand je parle de tout ça, j'en parle avec beaucoup d'humour et tant mieux, voilà. Alors on arrive à ta scolarité, moi j'étais surpris d'apprendre que tu étais plutôt un élève calme et studieux. C'est pas du tout l'idée qu'on se fait quand on connaît comme ça Kamel Abdel, virevoltant et tout. Non, j'ai toujours été un élève modèle, quoi. Et ma première remarque au primaire, cher Zoher, que je salue, il a écrit « Tilmid mujtahid, walakinahu khamil ». Sur le... il est mort, il est très mort. Donc je parlais pas, je participais pas, etc. Donc c'était ça. J'ai toujours été très calme. C'est vers le lycée que j'ai commencé un peu à faire rire mes camarades, etc. Mais avant ça, j'étais très... enfin, même à l'université, j'étais pas turbulent, j'étais très calme, etc. Mais en dehors de ça, j'aimais bien imiter les profs, etc. Mais j'ai eu cette éducation-là un peu stricte et qui a fait que j'ai toujours respecté... respecter autre petite anecdote, mon prof était au primaire, était fils de commerçant. Donc quand on m'envoyait acheter du pain, quand j'arrivais vers le magasin que je voyais mon prof, je rentrais à la maison, je leur disais ou les chararam, mais il n'y a pas de pain. Donc, tellement j'avais honte d'affronter le regard de mon prof. Et c'était ça aussi le respect qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement. Alors je sais que tu étais bon élève, tu avais de très bonnes notes. Quelles étaient quand même les matières que tu n'aimais pas?
Alors, au lycée, on m'a presque obligé à être scientifique, puisque dans ma famille, mes oncles, mes tantes étaient scientifiques. Et j'étais plus littéraire, j'étais plus fan de littérature. Donc, les maths, j'étais nul. Je salue mes profs de maths au lycée, surtout Madame Lekhel. Alors, vous n'avez pas compris, c'est très facile. Vous écrivez très facile, vous n'avez pas compris. Avec le temps, les exercices, vous allez comprendre, on n'a pas compris, madame. Jusqu'à maintenant, on n'a pas compris. Donc, les maths, je n'étais pas fan de maths parce que c'est quelque chose de très abstrait. Et pourtant, tu étais scientifique. Oui, mais les maths, il fallait vraiment que je travaille beaucoup. Je pouvais avoir un 16, mais passer des nuits blanches. Et je ne suis pas quelqu'un de très... travailleur. Voilà, donc je préfère avoir facilement les notes que trop me casser la tête. Donc il fallait beaucoup de travail pour avoir de bonnes notes en maths. Physique, j'aimais bien. Physique, j'avais un très bon prof de physique et que on est toujours en contact, que je respectais beaucoup, M. Oudar Maroche. Voilà, donc j'ai toujours préféré la physique aux maths. Voilà. Donc ça se passait bien à l'école primaire, CEM, lycée. On va aller très vite. Le bac, par contre, tu échoues la première fois, c'était en 2002. Ouais. Et ce n'est qu'une année après que tu arrives à décrocher ton baccalauréat en 2003. Ouais, donc j'étais 9,80 quelque chose, donc j'étais très proche. C'était vraiment le premier échec de ma vie, je veux dire. Toujours été brillant. Ça marque. Ça m'a... J'étais vraiment déprimé, Et j'ai lu un roman qui m'avait marqué à l'époque, c'était Honoré de Balzac, Illusion perdue. Je m'en souviendrai toujours parce que ça parle justement de l'échec. Ma terminale à moi, c'était... déjà j'avais une troupe de théâtre, un bendir à l'école, au lycée, et beaucoup de spectacles, etc. Donc j'ai raté le bac de peu. Je l'ai eu l'année d'après, mais vraiment ça m'a marqué le fait d'échouer dans la vie. C'est comme quoi ça peut t'arriver à toi aussi. Ça peut arriver même à un très bon élève. Le stress aussi, ça joue, ne pas dormir, etc. Donc le stress nous fait rater des choses. Voilà. Ouais. Alors après, c'est l'université de Tizi Ouzou pour une licence de français. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. C'était un choix. C'était un choix. D'accord. Donc j'ai eu une bonne note, j'aurais pu faire architecture ou... Oui, pour quelqu'un qui était scientifique, on se dit, il va opter pour... Donc à l'époque, avec 12 et quelques, tu pouvais faire médecine, tu pouvais faire architecture, etc. Ou économie, ou biologie, etc. Mais... toi, tu as choisi... J'ai choisi français parce que français, j'étais à l'aise. Donc je lisais beaucoup, je continue de lire beaucoup, donc je maîtrisais bien. Et je voulais vraiment faire à côté du théâtre. Ça me tenait à cœur de faire du théâtre, parce que j'ai demandé chez moi, est-ce que je peux faire Burj El Kifan et l'art dramatique? On m'a dit, tu sais, l'Algérie, les artistes, il n'y a pas d'avenir, tu vas perdre ton temps, déjà c'est pas la peine, déjà, t'as vu Mskin Lada, il est mort, t'as vu l'autre, et il a la télé. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc on m'a dit ça, donc j'ai pas fait Burj El Kifan, mais j'ai fait français. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'approfondir mes connaissances en littérature et en théâtre, et aussi d'avoir beaucoup de temps pour avoir ma troupe de théâtre, puisque j'avais une troupe de théâtre, de faire du chant, de faire de la musique, de faire des spectacles à l'époque. Très bien. Alors, si tu permets, on va finir avec cette parenthèse dédiée à l'enseignant, au savoir. Tu ne t'arrêtes pas à la licence, tu fais aussi un magistère. Ça se passe plutôt bien, tu termines ton magistère et tu optes même pour un doctorat. Oui. C'est très courageux de ta part. C'est pas très courageux, mais... oui, parce qu'il faut trouver le temps aussi, vu ta carrière de comédien. Oui. C'est très stimulant la recherche, contrairement à ce que les gens croient. La recherche scientifique, c'est quelque chose qui t'ouvre beaucoup de voies, qui t'enlève le stress. Et surtout, le fait de découvrir, d'avancer comme ça, pas à pas, et de chercher, de lire, etc., c'est quelque chose qui est très stimulant pour l'esprit de l'être humain. Donc j'aime beaucoup. Je ne vais pas faire de la recherche en biologie. C'est clair. Ou en maths, je ne vais pas découvrir une équation. Tu aurais peut-être me connais, je ne vais pas... Covid. Ou un vaccin contre le malaria ou le Covid. Mais je fais de la recherche dans la littérature, dans l'humour, donc dans le théâtre. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas pu finir mon doctorat le premier, l'encadreur est parti, donc j'ai changé de thème et je continue de faire mon doctorat et je tiens à l'avoir.
Ouais. Et le thème, c'est tu restes un peu dans, Oui, dans ton l'humour domaine. dans Hein. le théâtre, enfin l'humour dans la littérature algérienne, le rire dans la littérature algérienne, surtout la littérature contemporaine récente, quoi. Voilà. Très bien. Alors, que peut apporter l'enseignant au comédien et inversement, le comédien à l'enseignant? Ou ce sont deux mondes tout à fait indépendants pour Kamel Abdel? Tu m'as tué avec cette question. Hey, oh. Waouh. On m'a jamais posé cette question. Sérieux? 50 ans de télévision, on m'a jamais posé cette question. Hey. Sérieux? Non, sérieux, c'est une très bonne question. Ouais, Excellente merci. question. نشكرك على السؤال والمبادرة طيبة وسؤال في محله, comme on dit, في محله. Vraiment dans le local, في محله. Donc le comédien t'apporte l'assurance, donc tu es sûr de toi. Tu sais parler, transmettre, parce qu'il faut le dire, on a eu beaucoup d'enseignants, excellent niveau académique, professeurs, 3e degré, émérite, obtenus de l'université. Mais face aux étudiants, ils donnent rien. D'accord? Donc la communication vient avec le théâtre. Donc tu apprends à communiquer, à transmettre un message et à être sûr de toi. Et l'enseignant, par rapport au comédien, il te donne des pistes pour ton écriture d'abord. Comment écrire, comment attirer, comment formuler, comment écrire une chronique. Parce que j'ai fait beaucoup de chroniques, des sketchs et des chroniques télé, des chroniques politiques, etc. Donc ça t'apporte ce savoir-là. Et aussi, tu peux discuter, tu peux avancer, etc. Quand tu n'as pas cette culture, tu ne vas pas avancer. On a beaucoup de grands comédiens et beaucoup d'artistes qui sont immensément doués, et qui n'ont pas pu avancer parce qu'il manquait cette petite chose, cette petite culture qui pourrait les faire sortir des stéréotypes, des caricatures et d'avancer. Il manque de profondeur. Voilà, donc voilà. Alors mais ta question, Fima Halia, je tiens Alors je rappelle que tu enseignes à Bouzaréa et tu enseignes quoi comme module? J'enseigne la littérature en général, donc tous les modules en rapport avec la littérature, expression orale, culture et civilisation de la langue, initiation au texte littéraire. J'ai déjà enseigné littérature africaine et voilà. Très bien. Alors, on va fermer cette parenthèse pour ouvrir celle de l'humoriste et du comédien que tu es. Et on va donc le faire, mais pas avant d'avoir vu le 3e choix de Kamel Abdel, qui s'est porté sur une pièce de théâtre qui a réuni 3 monstres du théâtre algérien, en l'occurrence Sonia, Medjoubi et Ben Ghattaf, Allah yarhamhum, dans la pièce Al-Aïta. On regarde. كاين اللي جرب يطلع وحده يا عفريت يا كنت معانا خير لك ما تغامرش هذوك راه ما طلعهمش العرق والتعب احنا خوتك اللي خاطيك هذه تاكتيك هذه خطة أنا نموت معاكم من تحت أنا مع الطبقة الكادحة مع الطبقة اللي تبني وتشيد مع الطبقة اللي تعرك أنا معاكم لكم أنا غير سمعته يهدر هكذاك عرفت وحب يخليلها تعنكش فيه بالفضة الموجة طالع خصو شوية يولي كي الناس الكل اشتراكي لما فاق بينا فقنا به طلع لينا كيس زعيم وبدا يهترف يا اخواني المناضلين أي. في هذه الظروف القاسية والصعيبة يلزمنا نشدوا في الصحيح والصحيح هو الخروج من الظلمات إلى وين بغيت والمناضل الصحيح هو اللي يطمح دائما في الصعود يلزمنا نصيروا على أرواحنا ونعضوا الحديد باش نوريو باللي احنا رجال باللي احنا خير خلف لخير سلف فالتزيار والنضال التزيار والنضال أيها الأخ وراك طالع وحدك ومخلينا أيها الأخ يا والاشتراكية درجة Excellent. Alors, un mot sur ce trio d'enfer et le théâtre qu'ils incarnaient.
vraiment ému de revoir ces trois visages, et surtout le visage de Mdjoubi. Hafile Tountassir m'a marqué, comme elle a marqué beaucoup de comédiens. L'Aïta aussi, hein, oui, nous a tous marqué. L'Aïta et toutes les pièces dans lesquelles ils ont joué. قالوا العرب قالوا etc. شهداء يعودون هذا الأسبوع. Donc c'est des pièces exceptionnelles qu'on voyait à la télé, d'une qualité extraordinaire, une présence, une force. Mdjoubi, moi, j'ai commencé le théâtre l'année où il avait été assassiné. J'étais tout jeune, donc ça m'avait marqué, là, et donc ce théâtre-là, on en manque vraiment, on manque de ce théâtre-là algérien, typiquement dans son essence. C'est vrai que c'est un théâtre, soit Ketbiassine ou Alloula, c'est des théâtres qui s'inspirent d'autres théâtres de l'époque, de Brecht et d'autres, mais typiquement algérien, avec le gouel, avec les chansons, avec... donc c'est extraordinaire, un théâtre profondément engagé, profondément politique, mais un théâtre qui parlait à tout le monde, un théâtre compréhensible, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Il faut savoir que chez nous, le théâtre un peu sérieux, tragédique, très carré, classique, etc. ne passe pas. C'est ce genre de théâtre qui pourrait redonner ses lettres de noblesse goût au public pour venir fréquenter les théâtres qui ont été désertés à un certain moment. Alors, ton histoire avec le théâtre commence très tôt, hein, à 11 ans, c'est bien ça. Grâce à qui ou... grâce à mon oncle Abbas, qui m'a initié tout jeune, enfin initié, il me parlait tout le temps de Ketbiassine, donc il avait connu Ketbiassine, de Mohamed Mouhia, Abdallah aussi, qui est un dramaturge kabyle qui a adapté beaucoup de pièces de théâtre en kabyle. Et je voyais dans le village, à Farhounen, la maison de jeunes, il y avait des spectacles, des sketchs et tout, donc c'était, j'adorais ça. Et j'ai fait ma première séance de théâtre, j'avais 11 ans, très timide, je rentre, j'étais comme ça. Et le monsieur qui nous dirigeait, il m'a dit « Kamal, fais-nous le chat ». Tu imagines, toi, tu es un enfant tout timide comme ça et tu vas faire le chat. Donc, à partir de ce chat, c'est bon. J'ai fait le chat, et après ça a décollé, j'ai jamais arrêté de faire du théâtre. Hommage à tous les chats de la planète. Voilà. Alors, tu continues à faire du théâtre à l'école primaire, au CEM et même au lycée. Et je crois que c'est au lycée que tu tombes sur un enseignant qui force un peu le déclic chez Kamal Abdel. Je reste timide, je suis au lycée, je suis timide, je participe pas beaucoup. Et Monsieur Hamoutin, prof de musique, on ne faisait pas beaucoup de musique avec Monsieur Hamoutin, on faisait beaucoup de théâtre avec moi. Et il nous dit, est-ce que quelqu'un fait de la musique, du théâtre? J'ai levé ma main. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Non, il faut une troupe. Tu nous fais une petite blague. J'ai fait une blague et la classe avait éclaté de rire. Et ça m'a motivé. Depuis ce jour-là, j'ai fait ma propre troupe au lycée de El Khansa de Tizi Ouzou, une troupe de théâtre et même une chorale. Et même les enseignants que j'imitais, etc., j'imitais beaucoup mes enseignants, étaient contents, ils m'ont tous encouragé. Donc aussi, c'est grâce à eux que j'ai continué à le faire. Hélas, cet encouragement-là, on ne le retrouve pratiquement plus à l'école. Et pourtant, c'est une question aussi d'épanouissement de nos enfants, hein, puisque le théâtre, la musique ou le dessin, c'est une question d'épanouissement. Très important pour les enfants de faire de la musique, de faire du dessin, de faire du théâtre. Il y a le sport, c'est bien le sport, mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Ça développe l'imaginaire de l'enfant, ça l'empêche d'être violent. Ça détourne la violence, ça détourne vers l'extrémisme, ça détourne de beaucoup de phénomènes. Et c'est très important que l'éducation musicale, théâtrale, etc., soit présente à l'école. Parce que on a besoin de ça, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'échanger, on a besoin de se parler autant qu'Algériens, d'échanger. Sinon, tout ça va devenir de la violence. Et nous voyons de la violence surtout sur les réseaux sociaux, tout le monde est branché sur son téléphone. Et il n'y a plus cet échange, cette créativité qu'il y avait autrefois dans les maisons de jeunes qui ont beaucoup ont disparu, malheureusement. Très bien. Alors, c'est le déclic, notamment par rapport au monologue, qui est un exercice très difficile. Et je sais que ton exemple est le grand
Flag. Et on a choisi de te faire plaisir avec cette petite séquence de son sketch Cocktail Khorotov. On regarde. C'est pas... Voilà, il n'y a pas de budget, quand il te fait ça sans salade. Alors bon, le acte... Non, mais... Voilà, pas de problème, c'est notre descente qui compte. Alors bon, قلت له محمد عبد قالوا لي باردون قلت لهم جيمس باريمور قالوا yeah جيمس باريمور جيمس باريمور is not here تم رماركيتو لاكسون تاعي here لو كنت تعطيوني بالتصويره هكذا لاكسون يخرج في الفوتو ها oui تعرفونا احنا لي زالجيريا وين نروحوا نصدبت. Voilà, j'espère que ça t'a fait plaisir. Et je suis sûr que ça a fait plaisir à pas mal de téléspectateurs. Flag pour Kamel Abdet. Référence suprême. Voilà. L'émotion se lit sur ton visage et même dans tes yeux. Oui, c'est extraordinaire. Flag, c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, d'être face à un public tout seul et de faire rire surtout le public. Et j'espère un jour, peut-être, le croiser et peut-être un jour, le rêve, c'est de travailler avec lui. Donc tu ne l'as jamais rencontré? Brièvement. Donc il était en spectacle, fin de spectacle, donc on n'a pas trop échangé. On s'est croisés comme ça sur un plateau Radio France, mais on n'a pas parlé, etc. Mais il sait que j'existe et que c'est lui ma référence. Et à mes débuts, et même à la télé en 2012, je m'oubliais souvent et on retrouvait des tics, de Flag, sans m'en rendre compte, inconsciemment. Ça revient parce que c'est une influence très puissante, très forte. Très bien. Alors donc pour revenir à tes débuts dans le théâtre, je crois qu'à la fac, tu avais formé une troupe. Oui. J'avais une troupe, Tharouan Katbiassine. Tharouan Katbiassine, les enfants de Katbiassine. Voilà, les enfants de Katbiassine. Voilà. J'étais j'adorais le théâtre populaire aussi de Katbiassine, le théâtre engagé de Katbiassine. Donc j'écrivais des textes en kabyle et arabe aussi, des petits passages. Et pendant longtemps, j'avais cette troupe-là. Je donnais des cours à des enfants. Et à un moment donné, cette troupe s'est arrêtée parce que sur le plan logistique, c'était très difficile de gérer 16 gamins, de les prendre. Donc il n'y avait pas d'argent, bien sûr. C'est une troupe qui se produisait? Oui, on se produisait pratiquement juste chez nous, Tizi-Ouzou et les environs. On faisait beaucoup de spectacles, mais c'était très difficile à gérer. C'est pour ça que j'ai arrêté, je me suis retrouvé en duo et puis tout seul, c'était sur le plan logistique toujours, c'est plus facile de se déplacer tout seul et de faire des spectacles que d'avoir une troupe de 16 enfants. C'est une grande responsabilité et beaucoup de problèmes. Une fois j'avais une fille qui était dans ma troupe, elle était sur scène, il y a son père qui arrive, elle avait un rôle important, il me dit tu sors tout de suite ma fille de la scène. Monsieur, elle a un rôle, on ne peut pas... Tout de suite, Mirail. Donc, on a dû s'adapter à ça. Donc, c'était pas facile de gérer. Très bien. Alors, Kamel Abdet, c'est aussi de la radio, puisque en 2005, je crois, on fait appel à toi. C'était dans quel cadre? C'était une émission, Firouvesh, les pioches, les mauvaises langues, avec Morad Baloul. Il a fait appel à moi pour participer comme invité. Et première émission, il y avait un très bon feeling, très bon retour. Deuxième émission, troisième émission, on l'a fait tout l'été ensemble. Et on a repris pendant toute l'année 2005 à 2006 l'émission Firouvesh qui avait très très bien marché sur la chaîne 2. Alors, il y a la radio, mais il y a aussi la télévision. Mais avant de parler de télévision, on va d'abord voir dans notre choix qui s'est porté, et je crois que c'est un hommage que tu voulais rendre à un grand comédien, en l'occurrence Rouiched, dans le film Hassan Nia. On regarde. Voilà. Hassan Nia de Routé Ben Deddouche avec un casting extraordinaire. Donc on retrouve Flag, Mustafa Kateb, Lola. Et on a reconnu aussi notre ami Jamie. Il était jeune. Oui. Wardia, extraordinaire. Wardia. Donc,
Rouiched, surtout pour Kamel Abdel, c'est aussi un exemple pour toi? Exceptionnel, Rouiched. Sur scène, exceptionnel sur scène. Et j'ai eu la chance de discuter avec un de ses... comment il s'appelle, le metteur en scène, un de ces metteurs en scène, qui m'a dit qu'il était quelqu'un de très stressé avant un spectacle, qui avait très peur de monter sur scène et qui avait une force d'improvisation. D'ailleurs, dans le film, on voit l'improvisation, la force. Tu as une foule et lui, il est là sur sa scène. Et même Wardia, elle rit de ses vannes. Il faut savoir que beaucoup de ces films, tout comme Inspecteur Tahar, c'est eux qui écrivaient leur scénario, qui participaient à la réalisation, etc. Donc tous ces films-là, c'est une partie d'eux-mêmes et c'est des comédiens exceptionnels et surtout, ils avaient la liberté de temps. Aujourd'hui, si on faisait les mêmes vannes, si on reprenait les mêmes mots, ça passerait beaucoup moins facilement. Alors, le premier film de Kamel Abdel remonte, je crois, en 2006 avec La Dernière Cigarette. Avec Stanley Kubrick, le deuxième avec... j'étais avec Spielberg. Il m'avait appelé... Coppola, non. N'a pas pu t'avoir. Coppola, il n'avait pas... n'avait pas assez d'unité pour t'appeler, justement. Et ما يخلص Coppola, ما يخلص. Al Pacino, pourquoi tu me sors les casseroles? Tu me sors mon premier film. Magnifique film de... il faut bien débuter quelque part. Hein. Ouais, Dernière cigarette de Ali Berkeno. Le film, il est bien. C'est pas le film qui... C'est moi, à l'époque, les cheveux longs, bouclés, pinto. J'avais un t-shirt jaune que je mettais 3 mois pendant tout l'été. Parce que j'avais pas autre chose. Donc, il faut... voilà. Donc, c'est ma première expérience cinématographique. Voilà. Très bien. Tu continues quand même à faire de la télé avec 2 ou 3 sitcoms? Oui, j'ai fait des sitcoms en kabyle. Chahavan de Ramadan et l'autre où je me souviens plus je me souviens même plus du titre. Donc, j'en ai fait 2. Et voilà, avant de faire Qahwat El Gosto, voilà. Ouais. Alors, avant d'arriver justement à Qahwat El Gosto, ça marche pas bien pour toi. Et tu décides à un certain moment même d'arrêter. Hein. Oui. C'est le doute qui a commencé à s'installer. Si je te dis 94 et 2011, je fais du théâtre, j'écris, je me casse la tête, je me déplace avec mon propre argent, donc je n'ai pas été payé pendant toute cette période-là. Donc on a beaucoup galéré, on a passé des nuits sur des tables, des nuits sur des terrasses, des nuits dehors, des nuits où on n'avait pas mangé, etc. Donc on galérait beaucoup pour faire du théâtre. Et il n'y avait aucun retour. Voilà, il n'y avait aucun retour. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, je vais continuer mes études, être prof, me ranger, me marier, être au lit familial, rentrer dans le rang, comme tout le monde, gentiment, rentrer le soir avec le koufa, acheter à manger, etc. Donc... Déclic n'est pas venu après... Peut-être le prix que tu as eu en 2011 à Betna, non? Oui, grâce au théâtre régional Tizi Ouzou, j'ai interprété une pièce de Fouziyat El Hadj. J'ai joué le rôle de Mbarka, la femme de ménage. Et ça a été un déclic, un encouragement. Ça m'a vraiment encouragé. C'était le festival du théâtre Amazir de Betna. De 2011, décembre 2011. Donc ça m'a reboosté, ça m'a redonné envie de continuer, d'avancer vraiment dans ce domaine et de ne pas lâcher. Voilà. Qahwat El Gosto, c'est venu comment? On est venu vers toi? Oui, on est venu vers moi en 2012. C'est Nabil Asli et Mohamed Ben Daoud qui voulaient des comédiens de Kabylie. Donc ils ont demandé à Riyad Berkane, est-ce que tu connais quelqu'un? Il a dit, je connais quelqu'un, mais il n'est pas sérieux, il ne répond pas au téléphone. Comme tu le sais, Halim, il ne répond pas au téléphone. Il va vous hatber, il va... Donc au début, j'avais beaucoup d'hésitation parce que je n'ai jamais joué en arabe. Et même l'arabe dialectal, je ne maîtrisais pas bien. On le voit dans mes premiers sketchs, il y a des moments où je fais comme ça. Et je traduis, Google Traduction, et je traduis avant de jouer. Donc j'ai beaucoup hésité. Après, à un moment donné, je me suis dit, tant pis, je fonce, je joue des sketchs, advienne que pourra. Tu es tombé sur une bonne équipe qui a su t'encadrer et tout. Ah oui, Nabil Asli a été très gentil, Djali le producteur,
tous les comédiens qui étaient avec nous, on s'est liés directement d'amitié. On a beaucoup appris les uns sur les autres. Chacun a capté des choses sur l'autre. Et ça a été une très très bonne aventure. Voilà. Alors il y a eu un passage à Nesma TV, Journal Gosto, plusieurs sitcoms. Tu as vécu comment tout ça? Au début, c'était impressionnant. C'est un peu comme Charles Aznavour. Tu te voyais déjà? Non, du tout. Je ne me voyais pas devenir connu. Je ne me voyais pas du tout. Je voulais faire du parce théâtre. que c'était une passion. Voilà, c'est venu tout seul. J'ai jamais cherché, j'ai jamais couru, ni tapé dans des portes, ni. Donc c'est venu vraiment de manière naturelle. J'ai pas cherché ça. Et c'est venu comme ça. Et c'était très difficile au début d'avoir ce. Tu imagines les premiers temps de Facebook, tu reçois. Tu as 50 amis et tout à coup tu reçois des centaines, des milliers d'invitations. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et tout le monde te dit tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus petit, tu es le plus ceci, tu es le représentant du 20e, du 21e siècle. Donc c'était très impressionnant. Heureusement que j'étais pas trop jeune, donc j'ai pu parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus. Tu as pu prendre du recul par rapport à tout ça. Et se dire au bout d'un moment que bon c'est normal, c'est quelque chose de bien, mais voilà. Garder les pieds sur terre. Très, très sincèrement, Kamal, est-ce que quand on est comédien en Algérie, qu'il n'y a pas beaucoup de production, est-ce qu'on prend tout ce qu'on nous propose ou tu es plutôt sélectif? Sincèrement, j'étais très sélectif. 2012, 2013, 2014, où on avait on pouvait faire des choix. J'étais très sélectif, je choisissais les bons réalisateurs, je lisais les scénarios, je continue de lire des scénarios. Mais on devient de moins en moins sélectif parce que pour beaucoup de... Moi, au moins, j'ai mon parachute à côté. Je suis prof, donc j'ai mon salaire. D'ailleurs, avec la pandémie, pour la première fois, j'ai découvert que le salaire rentrait le 4 du mois. Avant ça, je ne savais pas. Donc, j'ai découvert mon salaire, j'ai découvert mes primes, etc. Donc, j'ai mon petit parachute. Beaucoup de comédiens n'ont pas ce parachute, n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc, on t'appelle pour une publicité, pour des chaussettes ou pour de la constipation. Tu y vas. Tu y vas, Halim. Tu n'as pas le choix, tu fonces. Mais je reste assez sélectif. Pour le Ramadan, on m'a proposé une sitcom. J'ai lu le synopsis, c'était écrit le personnage, moi, ça veut dire le docteur, très grand de taille, avec des cheveux longs, noirs et des cheveux. Je pense que c'est pas moi, monsieur, les cheveux gros, les. Il aurait dû ça. Je pense pas c'est moi. Hein. Il était trompé des comédiens. Donc, quand même, j'essaie de garder un certain niveau, ne pas faire Très bien. Alors, pour aller très vite, l'expérience Ashur Lachar. Excellente expérience. C'est ma deuxième expérience avec Jafar Qassem après Bouzid Days. C'est un plaisir de travailler avec Jafar Qassem, avec toute son équipe. C'est une grosse production aussi. C'est une grosse production. Tu es entouré de comédiens exceptionnels. C'est toujours impressionnant de jouer en face de Agoumi. C'est toujours impressionnant de jouer aux côtés de Madame Bahia Rajdi, de Athman Ben Daoud, de tous ces immenses comédiens. Donc tu te donnes 1000 fois plus que si tu avais d'autres comédiens. Et Jafar, sa force, bien sûr, c'est le souci du détail, le souci de la bonne intonation, le bon casting, la justesse, etc. Donc, ce n'est pas un réalisateur qui te dit « vas-y, vas-y, normal, dis-le, normal, et tu fais « vas-y, dis-le ». Donc, c'est quelqu'un qui est très méticuleux dans la composition du personnage. Et pendant le tournage, il est très exigeant. Donc tu peux refaire une séquence, ma première séquence avec lui, c'est toujours 10 fois de... Je refais beaucoup la première séquence parce qu'il est méticuleux. Voilà. Très bien. Alors 2017, 2018, 2019, tu te produis un peu à l'étranger, en France et au Canada en l'occurrence. Ça se passait comment ? Très bien, excellente expérience. Un autre public. Enfin,
mon public, c'est pas des Chinois non plus, c'est pas des Français de souche, c'est pas des Belges ou des Allemands, donc c'est beaucoup plus des Algériens. Il y a parfois des curieux. Hein. Beaucoup de curieux, beaucoup de curieux. Surtout quand il y a des festivals, donc on a un public, melting pot de public, donc j'ai fait beaucoup de festivals. Excellente expérience, je fais des petits théâtres comme le Point Virgule, le Bois Saint-Martin et des grandes salles aussi, l'Olympia, le Grand Rex, le théâtre du Gymnase, donc j'ai fait de très très beaux théâtres, de très belles expériences, de très belles rencontres. Ça s'est arrêté avec la pandémie. Voilà. Inch'Allah, ça va reprendre. En espérant que ça reprenne déjà chez nous. Parce que ce Ramadan, deux Ramadans à ne pas faire de spectacle, c'est vrai que pour un comédien, c'est pas facile. Très rapidement, quand on monte sur scène à l'étranger, c'est différent. Ça t'a apporté quoi? Il y a plus d'exigences, plus d'exigences, certes, plus d'exigences sur le timing. Par exemple, en Algérie, tu fais un spectacle de 8 heures. Personne ne va te dire, arrête-toi, tu as fait 8 heures. Tant que là-bas, tu fais 9 minutes, c'est 9 minutes parce qu'il faut payer la salle, ça coûte plus cher, etc. Et puis, une exigence il ne faut pas oublier que tu représentes ton pays et surtout, tu dois être drôle. Si tu es avec 8 comédiens, les 7, les gens rient aux éclats et toi, tu passes, les gens, ils te regardent comme ça. Sincèrement, donc il y a plus de concurrence en France, au Canada. Qu'en Algérie, quand même, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font de la scène. Du tout. Dommage. Et donc, il y a plus de concurrence et le niveau est beaucoup plus élevé sur le plan technique et humoristique. Très bien. Alors, on va aller très vite, hein, puisque c'est bientôt la fin de l'émission. Et on va attaquer nos nouvelles rubriques avec, en premier, coup de cœur, coup de gueule. Jingle. Voilà. Alors, on va commencer par ton coup de cœur, hein, si tu permets. Tu as choisi quoi comme coup de cœur, un groupe, un duo, un très ancien étudiant de Bouzaléa, il est en master. Le groupe, c'est Djbalak. Vous pouvez les retrouver sur Instagram et sur YouTube. Ils font des classiques universels en chabi algérien. Et c'est très drôle et c'est très beau. Déjà, c'est très très beau. Et tu as voulu les encourager? Et les encourager, le rendre hommage. C'est ça qu'il faut. C'est l'universalité tout en gardant sa propre identité. Très bien. Alors, on va avoir une toute petite séquence qu'ils ont postée eux-mêmes. On la regarde et on revient juste après. Voilà. Je suis sûr que ça leur fera plaisir, hein, surtout venant d'une star comme Kamel Abdad. C'est un plaisir de voir des jeunes qui خليني نزوق بالانفيتي تاعي سبحان الله خليني نزوق بالانفيتي تاعي. Alors ton coup de gueule, par contre tu en parlais tout à l'heure, hein, tu parlais des étudiants qui lisaient de moins en moins, qui s'intéressaient de moins en moins à la culture générale d'une manière générale, c'est ça? Oui, je le disais, malheureusement c'est pas le cas de l'Algérie. Mais c'est le cas de la planète entière. Je t'ai dit, Halim, nous les anciens, toi et moi, on s'adapte plus au monde d'aujourd'hui, aux gens qui ne lisent pas malheureusement. On a des diplômés, des licenciés, des gens qui ont des masters qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. C'est vraiment malheureux. Le livre, c'est quelque chose qui est indémodable, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup de choses. On ne s'en rend pas compte, mais ça ouvre vraiment des horizons. Un livre, c'est toujours une fenêtre vers le monde, c'est une fenêtre vers d'autres pays, vers d'autres cultures. Moi, sincèrement, je n'ai pas fait le monde entier, mais j'ai voyagé à travers les livres. Tous les pays du monde à travers la lecture, surtout pour les enfants. Les parents gâteaux qui offrent à leurs enfants des tablettes, offrez-leur aussi des livres. C'est très très important. Très bien. Et c'est vrai que tu as ça aussi avec Flak qui disait dévorer des livres et c'est important pour développer son imagination. Alors l'autre rubrique, c'est net ou pas net? Jingle.
Alors, combien de temps passe Kamel Abdet sur le net, en moyenne, hein? Je viens de parler des livres, après, tout de suite après, je dis... ah bah oui, on peut pas... 22 heures. De plus en plus, j'essaie de m'en détacher. Par exemple, pendant le confinement, j'ai passé environ 5 mois sans me connecter complètement, me déconnecter complètement. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, tant mieux. Mais ces derniers temps, à cause du travail, à cause de beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Je suis très rarement présent sur les réseaux sociaux. J'essaie de m'en décoller, même si c'est pas facile. C'est vraiment maladif, ouais. Les réseaux. Est-ce que c'est un sujet que tu traites dans tes sketchs? Oui, les derniers, oui, bien sûr que j'en parle. C'est une drogue. C'est une drogue à accoutumance et qui détruit les neurones. Il faut voir les étudiants en classe. À chaque fois en cours, il prend son portable, il le regarde. Il faut savoir qu'il faut 25 minutes pour reprendre la concentration initiale quand tu regardes ton portable. Ah ben oui. Donc tu sors du cours 25 minutes. Moi, je suis sorti, je suis à la maison, je prends mon déjeuner. Voilà, donc le portable, c'est quelque chose de très nocif. Ouais. Alors, on a pour habitude aussi de partager certaines images ou certaines vidéos que l'invité a reçues, peut-être qu'on lui a envoyées sur les réseaux sociaux. Et toi, tu as choisi cette vidéo pour rendre hommage à un grand monsieur, un grand sportif, en l'occurrence, Mohamed Ali. On regarde. Voilà, c'est mignon. Et pourquoi Mohamed Ali J'ai adoré cette vidéo que j'ai reçue. C'est un grand homme, c'est un grand sportif, une puissance, d'une élégance, puis qui s'abaisse, qui va jusqu'à terre pour faire plaisir à un petit enfant, c'est très beau. C'est tout l'engagement de l'homme pour la cause des Noirs et pour toutes les causes justes du monde. Et c'est une belle image, c'est une belle leçon de vie. Très bien. Alors, la dernière séquence, c'est clair, net et précis. Question courte, réponse courte. D'accord. Ok. Ta première qualité? Arriver à l'heure. Je ne dis rien. Ton plus grand défaut? Ne pas arriver à l'heure. Ta plus grande hantise? La perte. La perte d'être cher. Ah ouais. Ton plus grand souhait? La paix. La paix pour le monde, la paix pour l'Algérie. Alors, si tu devais faire autre chose que comédien ou humoriste et enseignant, tu aurais fait quoi? À part ces deux. Oh là là, oh là là, oh là là. Très compliqué. Éleveur de poules. Poulaïs, comme il a dit l'autre. Ben, écoute, je crois que notre émission est pratiquement terminée. Mais avant cela, je sais que tu voulais vraiment parler de ces artistes qui tombent dans l'oubli. Et tu voulais vraiment qu'on en parle, ne serait-ce que 2 secondes. Oui, parce qu'on fait beaucoup d'émissions pour rendre hommage. Et ça serait bien de rendre hommage aux gens qui sont vivants. J'ai eu la chance de connaître de grands artistes comme Chef Rodem. J'ai eu la chance de côtoyer dans des plateaux des gens comme Abdelkarim Belkhafla qui est mort il y a quelques années, Mahni, Mohamed Bouaraba. Des acteurs exceptionnels. Récemment, nous avons perdu beaucoup d'artistes, notamment Blaha, Allah yarhamou. Mais beaucoup n'ont pas eu la chance de finir en apothéose, de finir connus, de finir à l'affiche. Beaucoup sont morts avant de mourir. Ils sont morts 10 ans, 20 ans avant de mourir. Et c'est triste
pour eux, pour leur famille. C'est triste pour nous, artistes qui viennent, de voir que peut-être la fin de beaucoup d'entre nous sera l'oubli, sera les oubliettes, sera la marre, sera la pauvreté, le dénuement. Donc j'aimerais rendre hommage à tous les artistes vivants et souhaiter que l'Algérie redonne la place qui mérite aux artistes, aux écrivains, aux penseurs et aux intellectuels. Voilà. Très bien. Alors un dernier mot aux téléspectateurs qui nous regardent, très rapidement. Voilà, donc l'émission, elle va commencer à l'heure, même si moi je suis arrivé en retard. Halim est très gentil, très sympathique. Belto, voilà. Déjà avant le tour là. Allô, tu es où? Avant, oui. Réponds, tu es où? Tu es Kamal? Tu es où? Donc j'espère qu'on a fait une bonne émission. Je suis très heureux parce que c'est une très très bonne émission. J'ai parlé de moi-même pour une fois. Je ne vais pas parler de moi et c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, avec toute l'équipe et de passer sur Canal Algérie. Je vous salue tous et beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Voilà. Très bien, merci beaucoup Kamal Abdet d'avoir partagé cette qada avec nous. En tout cas, moi je me suis régalé. J'ai beaucoup ri. Toi qui parlais de rire comme thérapie, donc ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça a fait beaucoup de bien aussi à nos téléspectateurs. Merci à nos techniciens, merci à nos amis des archives qui font un travail fabuleux, merci à Crystalux Mobilia et surtout merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans une quinzaine de jours. On se quitte avec une très belle chanson du duo Cherif Khaddam, Allah yahmou, et Nouara. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Salam.